Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la série de présentations sur la thématique Améliorer votre quotidien collectif. Je me présente, Danny Plourde, conseiller transfert technologique et innovation chez Ivado. Donc, je serai le modérateur de cette première conférence intitulée Qui est le génie dans la salle d'agriculture verticale. Donc, avant de vous présenter notre conférencière, voici quelques informations sur le déroulement de la conférence. Donc, tout d'abord, la présentation va être suivie d'une période de questions. On vous encourage, bien entendu, à poser toutes vos questions au courant de la conférence dans l'onglet « Questions », donc l'onglet « Questions » au bas à droite de votre écran et non dans l'onglet « Chat », donc vraiment dans l'onglet « Questions » au bas de votre écran. Je vous invite également à voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Donc, on va prioriser les questions qui ont le plus d'intérêt de la part des participants et des participantes. Et finalement, les présentations sont toutes enregistrées. Donc, si vous désirez avoir accès au contenu en mode différé, on va vous inviter à compléter notre sondage appréciation que vous recevrez par courriel à la fin de la journée pour avoir accès à toutes les conférences. Donc, assez de bavardage. J'ai le grand plaisir de vous présenter Marie-Josée Monpetit, qui est ingénieure chez Ferme d'Hiver, passionnée de technologie, qui va venir nous entretenir sur des projets innovants en agriculture verticale. Donc, Marie-Josée, bienvenue. Merci d'être avec nous cet après-midi. Merci beaucoup. Et puis, j'imagine qu'on va voir la présentation bientôt. Alors, je remercie Ivado de m'avoir donné cette chance de participer. Et j'espère que dans les prochaines 20 minutes, je vais pouvoir vous dire c'est qui le génie dans la salle d'agriculture verticale et j'espère vous convaincre que ce génie est connecté, que ce génie est pluridisciplinaire et que ce génie est intelligent. C'est sûr que ce genre de projet, ça ne se fait pas tout seul. On a été vraiment très chanceux d'avoir une subvention considérable de Technologie du développement durable Canada et je pense que Adriana Mendes est en ligne. Alors, merci Adriana. Je voudrais aussi remercier notre stagiaire, Maximilien Gaudette, qui est un scientifique de données qui nous vient de HEC Montréal, qui est vraiment très utile et en fait essentiel pour le projet. Et bien sûr, tous les autres membres de l'équipe à Ferme d'Hiver, sans lesquels il n'y aurait pas de compagnie et donc il n'y aurait pas de projet. Donc, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui, justement, pour vous convaincre de cette pluridisciplinarité? C'est de vous dire un peu c'est qui Ferme d'Hiver, vous dire aussi c'est quoi la philosophie qui est derrière toute cette production, qui a mené au développement du projet, justement, subventionné par TDDC, qui s'appelle Cerveau. Dany a mentionné que j'étais une passionnée des technologies, alors évidemment, je vais vous en parler, et voir aussi un peu qu'est-ce qui arrive avec le futur. Ferme d'Hiver, c'est une start-up québécoise qui a été fondée en 2018 et qui en ce moment est en pleine expansion, et pas juste parce que les fraises poussent, mais aussi parce que les fermes poussent. On est en train de développer une solution pas mal unique en agriculture verticale pour plusieurs raisons. Une, parce que c'est des fraises, ce ne sont pas des laitues comme dans plusieurs autres productions, et aussi une échelle industrielle, c'est-à-dire que l'agriculture verticale, c'est d'empiler des méthodes de production, en fait, dans notre cas, c'est des gouttières, une au-dessus de l'autre, et en général, c'est surtout pour des laitues, nous, c'est pour les fraises, et aussi à une grande échelle. L'objectif de Ferme d'Hiver, c'est d'offrir des fruits et des légumes frais abordables et locaux pendant la saison froide, parce qu'une ferme verticale, c'est aussi une ferme en environnement contrôlé, donc c'est une salle fermée, éclairée, échauffée et ou climatisée. Donc, on peut complètement contrôler l'environnement à longueur d'année. Donc, pour atteindre ces buts, Ferme d'Hiver, en fait, c'est pluridisciplinaire ou multidisciplinaire du départ. Parce que pour faire ce genre de production, il faut les connaissances maraîchères traditionnelles, il faut les principes d'agriculture 4.0, qui sont l'agriculture qui est mesurée, dans laquelle il y a des capteurs, et aussi cette intelligence artificielle. Pourquoi? Pour justement combiner toutes ces connaissances et faire cette rétroaction à l'intérieur de la ferme et de pouvoir maximiser la production, réduire les effets environnementaux et bien sûr d'améliorer
les rendements et les revenus pour les maraîchers, pour les distributeurs et bien sûr pour la compagnie. Donc, qu'est-ce que c'est cette solution aussi? Alors, vous voyez en bas à gauche, on voit les rangées de fraises empilées les unes sur les autres, mais vous voyez qu'il y a une serre associée. Une des grosses critiques qu'on fait à l'agriculture en environnement contrôlé, c'est que ça demande beaucoup de dissipation de chaleur. Il y a des lumières, les lumières, ça chauffe, et qu'est-ce qu'on fait avec? L'idée de ferme d'hiver, c'est d'utiliser cette chaleur pour chauffer une serre adjacente, donc une serre traditionnelle, mais qui, en général, est chauffée avec des gaz à effet de serre. Mais maintenant, avec la chaleur qui provient des lumières, on peut chauffer cette serre avec l'excédent de chaleur de la salle. Donc, c'est une solution gagnante à la fois pour ferme d'hiver, qu'on peut dissiper la chaleur, et pour le maraîcher qui peut chauffer ses serres à un meilleur coût, et en plus à un meilleur coût au niveau écologique aussi. La philosophie de ferme d'hiver, en fait, pour nous, qui venons, comme moi, du Media Lab du MIT et de d'autres centres de recherche semblables, l'idée de faire ce qu'on appelle du user-centered ou du user-centric design dans un concept de ce qu'on appelle de living labs, c'est-à-dire de laboratoires vivants, de laboratoires qui ne sont pas des laboratoires contrôlés, mais qui représentent les unités de production, c'est normal. C'est moins normal de le faire en agriculture. Mais en agriculture, notre client, la fraise dans notre cas, ce n'est pas un usager qu'on peut interviewer. Donc, il faut capturer la fraise à travers des mesures et des données, mais aussi avec l'acquisition des connaissances des experts et de tout, et à partir de ça, de générer des systèmes non seulement de connaissances, mais des systèmes de décision. Et c'est ça qui a mené au développement de cerveau. Cerveau, ça veut dire plein de choses, mais ça veut surtout dire, pour nous, en fait, le développement d'une interface plante-machine et d'une interface salle-machine. Pour cerveau, on veut définir avec cerveau cet univers de croissance qui est idéal pour la plante et aussi pour l'environnement. Et donc, maximiser la qualité des fruits, la saveur et tout, le rendement par rapport à la consommation énergétique, mais aussi justement de s'appuyer fortement sur 3 grands axes. Je l'ai mentionné, le savoir-faire des maraîchers et des scientifiques de l'agriculture, l'ingénierie du bâtiment. Pourquoi? Parce que j'ai parlé qu'on voulait récupérer la chaleur, qu'on veut maximiser la manière que l'environnement est contrôlé à l'intérieur de la salle, mais aussi les technologies de l'information auxquelles on va peut-être en parler un peu plus, et où on arrive avec ça au niveau des technologies de l'information, aux données et à l'intelligence artificielle. Cerveau, donc, c'est notre système d'automatisation de production basé sur l'IA, et c'est le projet qui est subventionné par TDDC. Ce que vous voyez un peu, vous voyez qu'on a des sites de production. Ça existe en ce moment. Ils sont connectés à des serres et on fait la redistribution de l'énergie. J'ai mentionné que les plantes, elles ne parlent pas. Alors, il faut donc les interroger, soit à travers les agronomes, soit à travers des capteurs. Et toutes ces données, ça peut être de la température, ça peut être la couleur, ça peut être l'humidité, sont accumulées. Mais pour nous, ce n'est pas assez. On veut faire de la décision. Alors, il faut les traiter, ces données-là. Il faut rajouter du métadata, il faut les corréler. Il y en a peut-être qui sont très importantes, qu'elles soient mesurées ensemble. Peut-être qu'il y en a qui sont moins. Alors, c'est ce qu'on fait en ce moment au niveau de sciences des données. Et ces données améliorées deviennent, des mesures importantes deviennent, comme moi, ce que j'appelle, deviennent maintenant de l'information et des connaissances. Et on les utilise pour générer des jumeaux numériques. Pourquoi? Parce qu'un jumeau numérique, c'est une représentation mathématique ou une représentation numérique de notre système biophysique de la plante et de la salle. On fait ça pour plusieurs raisons. Entre autres, parce que j'ai mentionné qu'on vit dans un monde de living lab, mais c'est un monde de production, donc on ne peut pas faire le test d'algorithme ou de décision à travers un système qui produit, et en fait,
on veut éviter de faire des interruptions de production ou en fait d'empêcher la production de se faire correctement. Il y a aussi une autre raison. On a justement des systèmes physiques qui prennent un certain temps pour répondre. Donc, notre jumeau numérique va peut-être nous permettre d'interroger la plante et la salle et d'avoir des réponses plus rapidement puisqu'on n'a pas besoin d'attendre que cette réponse-là revienne. Évidemment, le jumeau numérique n'est pas la fin qu'on veut avoir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une rétroaction qui retourne vers le site de production. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le site de production va nous redonner des données qu'on va pouvoir retraiter et recomparer avec notre jumeau numérique et voir jusqu'à quel point on est consistant. Le but final aussi, vous voyez un peu au sommet de l'image, c'est qu'on va avoir aussi plusieurs sites. Et ces plusieurs sites, avec cette intelligence, vont pouvoir nous permettre, avec les données des consommateurs, avec les planifications de la chaîne d'approvisionnement de nos distributeurs, de pouvoir contrôler justement à quel niveau on veut aller au niveau de la production et au niveau du traitement des données qui vont nous permettre encore là de contrôler la production encore mieux, donc le peaufinage de tout l'environnement. Le but, évidemment, c'est d'avoir des fermes qui sont plus productives, d'avoir des fermes qui sont plus écologiques. Je parle qu'on est à l'intérieur, on est dans un environnement interne et contrôlé, donc on peut contrôler la consommation d'eau, entre autres, donc c'est super intéressant. On n'utilise pas de pesticides chimiques. Si vous mangez des fraises, c'est probablement parmi les fruits où il y a le plus de pesticides chimiques. Et en même temps, les fermes deviennent encore là profitables pour les maraîchers, les distributeurs et pour nous. On revient au multidisciplinaire. Vous l'avez vu un peu à l'image précédente. On a quoi? On a les maraîchers, on a les sites de production, on a les jumeaux numériques, on a les algorithmes d'intelligence artificielle, on a la science des données. Alors, en fait, cerveau, c'est multidisciplinaire à partir du concept jusqu'à la réalisation, c'est-à-dire qu'on génère des connaissances, des maraîchers, des agronomes, du marché, des capteurs et des sondes. On a énormément de modélisation. Les jumeaux numériques, ce sont des modèles de ce numérique du biophysique. On a aussi des modèles en sciences des bâtiments pour évaluer à quel point les économies d'énergie sont importantes. On a des modèles en sciences des plantes pour voir comment les plantes non seulement interagissent avec leur environnement, mais comment l'environnement interagit avec la plante. Et on va vers la décision, c'est-à-dire, allant d'arbres de décision très, très simples, en allant à de l'apprentissage par renforcement et en apprentissage machine. Et à cause du fait qu'on a plusieurs systèmes et plusieurs fermes, on peut maintenant penser à faire de l'apprentissage fédéré, c'est-à-dire que les différents sites de production deviennent les neurones du cerveau et peuvent apprendre ensemble. Et donc, on arrive aux technologies. Donc, les objectifs de cerveau, c'est bien simple. Automatiser, récupérer l'énergie, optimiser la production. Un problème qu'on a en automatisation dans les fermes, c'est que beaucoup des systèmes actuels, ce sont, bizarrement, on appelle ça des fermes verticales, mais c'est aussi des systèmes qui sont intégrés verticalement. C'est-à-dire que les capteurs parlent directement au nuage. Mais ce n'est pas intéressant si on veut faire de la décision. Il faut qu'on passe à un système beaucoup plus intégré et intégré horizontalement, c'est-à-dire que les systèmes se parlent un à l'autre sans avoir tout le temps à passer par le nuage. La récupération d'énergie, je l'ai mentionné. Le chauffage des serres par les lumières de la salle. Donc, en gros, on a une bien meilleure efficacité énergétique par tonne produite. Et en plus, le fait qu'au Québec, on a des très bons taux au niveau de l'électricité, c'est passablement intéressant. L'optimisation de la production, évidemment, si on fait de l'automatisation et qu'on peut récupérer de l'énergie, et en plus qu'on peut optimiser les rendements, parce qu'on fait un peaufinage, en fait, du contrôle et de tous les paramètres qui sont associés aux croissances de la plante. Ça permet aussi d'éliminer beaucoup de risques de pertes et de maladies qui sont reliés aux conditions environnementales, parce qu'on peut vraiment contrôler le système beaucoup mieux que ce qui est fait en ce moment. Ça, c'est la slide dans laquelle il y a beaucoup d'informations. Et je pense que ce qui est important de voir là-dedans, c'est que c'est à la fois simple et puis c'est à la fois compliqué.
vous voyez qu'il y a plusieurs sites de production, on les a mis. Il y en a un complètement à droite et il y en a un complètement à gauche. Il y a énormément de sous-systèmes et le but, c'est de faire une grande orchestration entre tous ces systèmes-là. La manière que je l'ai décrit à un moment donné, c'est que chaque système est comme un instrument de musique qui joue tout seul. Et ce qu'on voudrait, c'est qu'il joue une belle symphonie. Et donc, on veut intégrer les différentes sources de données. On veut faire une décomposition fonctionnelle entre ce qu'on appelle le edge et le nuage. Et justement, cette idée d'apprentissage fédéré, c'est-à-dire de distribuer non seulement l'automatisation, mais aussi les décisions et qu'un système, donc un site, puisse aider un autre site à prendre ses décisions et éventuellement de pouvoir échanger de l'intelligence et échanger des morceaux d'intelligence. Donc, justement, ces neurones qui échangent de l'information. Évidemment, on a parlé de modélisation, donc les jumeaux numériques, les modèles thermodynamiques, et aussi, je vais le mentionner un peu plus aussi, on fait beaucoup de travaux au niveau des transferts de technologie, parce qu'encore là, beaucoup de ces concepts, y compris d'ailleurs l'apprentissage fédéré, c'est encore un peu de la recherche, donc il faut qu'on travaille avec les gens qui font ça de façon professionnelle. C'est sûr qu'en 2022, tout le monde fait du logiciel, et donc on va en faire aussi. Et ce qu'on veut, c'est d'avoir des modèles les modèles ouverts. On n'est pas des marchands de logiciels, on est des utilisateurs. On veut des outils, des langages standardisés, encore là, parce que ça va être plus facile de faire nos développements. Et parce que les usagers potentiels des systèmes, les maraîchers et nos scientifiques, des fois, ont besoin des interfaces graphiques. Et encore là, bon, en 2022, tout le monde, une des manières de visualiser les données, c'est de faire du graphisme. J'ai mentionné que on avait des partenariats stratégiques importants. Et les partenariats, c'est aussi cette pluridisciplinarité parce qu'on a des partenaires industriels. Navada, qui est entre autres notre fournisseur de systèmes de climatisation. Hydro-Québec, qui a été un partenaire dès le départ, puis on est chanceux parce que encore là, non seulement au Québec, les taux d'électricité sont bons, mais Hydro-Québec est très intéressé par l'électrification des systèmes agricoles. On a des partenaires importants au niveau des universités. Avec l'Université de Montréal, j'ai mentionné les jumeaux numériques. Avec HEC au niveau des data. Avec l'ETS qui fait beaucoup de notre modélisation, qui en fait fait beaucoup de la modélisation thermique et qui va aussi participer au développement des jumeaux numériques. Et plus récemment, avec l'Université Laval, qui aussi est intéressée à la modélisation environnementale, mais aussi apporte un élément important au niveau de l'agronomie, qui va encore là être utilisé au niveau des jumeaux numériques. À cause d'autres affiliations, on est aussi affilié à des universités ailleurs au Canada et en France. On a au niveau de notre groupe d'aviseurs, on peut aussi penser à Google, qui a une représentation à la fois en Californie et à Montréal dans notre groupe, en fait, le DeepMind, c'est Google Montréal, et M32 Connect, qui est une compagnie qui fait de la gestion de données à Montréal. Et j'ai mis tout seul à droite, mais c'est dernier mais non le moindre, Ivado, qui nous a vraiment supporté et nous a permis d'avoir justement beaucoup d'étudiants, à la fois au niveau du CRSNG et du MITAX, qui en ce moment sont essentiels pour mener ce projet à bien. Et donc, le futur, c'est quoi? Le futur, c'est un réseau de fermes d'hiver interconnectés et intelligents, et c'est ça, le génie dans la boîte. C'est ce réseau interconnecté et intelligent et qui va permettre d'utiliser l'intelligence artificielle comme un outil de pluridisciplinarité aussi, qui va nous permettre de réduire les importations de fraises qui, en général, nous proviennent des États-Unis ou du Mexique, de viser une production de 13 millions de kilos de fraises par année dans les 5 prochaines années et
j'aimerais aussi d'exporter le savoir-faire en agriculture verticale, puisque nous allons avoir un impact important au niveau des étudiants qui travaillent avec nous. Et en fait, je pense que c'est Fermes d'hiver, mais je pense que je peux rajouter que c'est moi. J'espère que ce projet va pouvoir démontrer que cette approche multidisciplinaire qui me tient à cœur depuis mon temps au Media Lab, qui combine l'agriculture, l'ingénierie, l'intelligence artificielle et justement maximise leur impact puisqu'ils sont tous ensemble et pas séparés, va pouvoir contribuer à améliorer l'autonomie alimentaire du Québec, du Canada et comme j'en ai parlé à un ami en Afrique récemment, pour le reste du monde. Merci beaucoup. Merveilleux. Merci beaucoup, Marie-Josée, pour l'excellente présentation. C'était vraiment passionnant. Donc, on vous rappelle, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions. On a quelques minutes pour y répondre. Une première question pour vous, Marie-Josée. Quel est le plus grand défi auquel vous faites face présentement afin de passer d'un modèle à un modèle à plus grande échelle, finalement? Vous avez mentionné plusieurs sites de production. Donc, quel est le défi là, pour le défi, c'est les données. Ouais. C'est moi j'appelle ça la tour de Babel des données. Là, c'est arrêté. Je vais rafraîchir mon... On va attendre Marie-Josée quelques secondes, le temps qu'elle se reconnecte. Encore une fois, vous pouvez aller au temps pour les questions. Alors, c'est ça, je mentionnais les données parce que moi, j'appelle ça la tour de Babel des données. Les systèmes, justement, j'ai mentionné l'intégration verticale. Et donc, les gens pensent, oui, c'est correct, j'appelle ça S2233, puis pour eux autres, ça veut dire quelque chose, mais dans un système où on veut interpréter quel capteur que c'est, puis qu'est-ce que ça donne, on n'en a aucune idée. Alors, bon, je ne l'ai pas mentionné, mais on regarde aussi vraiment le niveau de ce formatage et aussi l'utilisation des réseaux sémantiques pour relier les données une à l'autre, puis qu'elles soient compréhensibles à l'extérieur des silos de capture de données. Super, merci Marie-Josée. Deuxième question, donc vous avez mentionné le développement là, de jumeaux numériques à la ferme d'hiver. Est-ce qu'il y a un défi supplémentaire à développer des jumeaux numériques et à faire de la modélisation là, dans un contexte agronomique, donc dans un contexte où on travaille avec du vivant? Oui, alors justement, on a la chance d'avoir... Est-ce que vous m'entendez? Parce que c'est arrêté encore. OK, bon, alors on a de la chance justement d'avoir le projet avec le département d'informatique et de recherche opérationnelle de Montréal. Et justement, on a commencé à développer le jumeau numérique. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il va falloir qu'on capture les connaissances des experts, pas juste les données, mais justement, je pense qu'à un moment donné, on va se retrouver même en interprétation de texte et en interprétation d'enregistrement parce qu'on va avoir besoin de ça. Et le défi va être justement de corréler les connaissances des experts avec les données elles-mêmes. Et ça va être, je pense que ça va être un beau défi. Je pense que des premiers meetings qu'on a eus, je pense qu'on va y arriver. Mais effectivement, ça va être là qu'il va y avoir un travail assez important à faire. Donc, on retourne aux données. C'est pas les modèles, je pense, qui sont les problèmes. Les modèles existent. Aussi, Istvan, j'espère qu'il est là. Istvan, hello. Et on a discuté que justement, ça faisait comme, c'est pas des boîtes noires, c'est des boîtes grises. Donc, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc, le génie, il n'est pas inconnu. Il faut qu'on sache c'est qui le génie et qu'est-ce que ce génie veut faire et qu'est-ce que ce génie va faire. On va poursuivre avec une autre question par rapport à l'apprentissage différé. Donc, le Federated Learning là, que vous avez mentionné au courant de la présentation, c'est très peu utilisé présentement en agriculture. Ouais. Quels sont les défis? Pourquoi ce n'est pas plus utilisé? Quels sont les défis? Quels sont les avantages? Ben, je pense que bon, il y a deux trucs. Souvent, les systèmes agricoles, même en 4.0, ils sont faits par site. Donc, moi, j'ai une ferme, je vais m'acheter de quoi faire mon automatisation, puis bravo, c'est fini. Il
il y a aussi le fait que les systèmes sont développés de façon verticale. Donc, mon système d'irrigation, il parle au nuage, il ne parle pas à mon système de climatisation qui est juste à côté de moi. Et ça, c'est le premier enjeu. Mais ce qu'on a de super, et que je pense qu'on est probablement les seuls, en fait, dans un mode comme ça, avec les gens qui font des systèmes autonomes en transport puis des systèmes autonomes en manufacturing, c'est qu'on a plusieurs sites. Et là, on peut se mettre à penser, pas à un site à la fois, mais à plusieurs sites. Et ces sites-là sont connectés. Donc, on peut commencer à penser que les connaissances qui viennent d'un site peuvent influencer les connaissances d'un autre et peuvent les aider. Je dirais même que pour les gens comme moi qui viennent beaucoup de la réseautique et de l'Internet des objets, ça peut devenir aussi très intéressant d'échanger les capacités entre les systèmes. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas besoin de mettre toute la complexité à chaque ferme. On peut peut-être commencer à penser à partager les capacités entre les différents sites et justement de les faire apprendre ensemble et éventuellement de leur faire parler aussi au niveau de la gestion de la production, lequel qu'on veut encourager peut-être, lequel qu'on veut augmenter peut-être la production pendant un certain temps. Et donc, c'est cette idée de les faire communiquer. Ce n'est pas utilisé parce que pour le moment, les gens n'y pensent pas en tant que les neurones d'un cerveau. Ils y pensent en tant qu'un système à la fois. Je pense que nous, on veut y penser comme les neurones d'un cerveau. Probablement, on va avoir le temps pour une dernière question. D'un point de vue financement, là, on vous a entendu parler de Mitax, LSNG, de TDDC, vous travaillez avec l'ETS, avec HEC, avec l'Université de Montréal. Est-ce que ça a été facile, justement, d'aller chercher le financement pour soutenir une solution qui est innovante à bien des égards, donc pas nécessairement seulement dans un domaine d'activité, mais vraiment d'un point de vue multidisciplinaire? Comment on fait pour financer tout ça? Ben, OK, le financement de la compagnie, j'en parlerai pas parce que c'est vraiment pas mon domaine. Je dirais que le projet de TDDC a été vraiment important parce que ça a été mobilisateur. Le montant était assez important que justement, ça permettait de commencer à penser qu'est-ce qui se passait disons, un peu partout. On a été chanceux de vous avoir aussi, Yvado, parce que toi, tu nous as ouvert énormément de portes. Mais je pense que ce qu'il y a de fun de ce genre de projet-là, c'est justement, je pense que c'est ça, moi j'ai passé beaucoup de temps au Media Lab, puis le Media Lab, ce qui a fait la force du Media Lab, c'est la multidisciplinarité. C'est le fun de sortir de son monde. Moi, je fais de la réseautique, mais je n'ai jamais fait de fraises. Les gens qui font des fraises, peut-être qu'ils n'ont jamais fait de capture de données. Puis c'est le fun de sortir de notre monde, puis de dire, bon, ben on va se questionner. Qu'est-ce que ça prend pour faire quelque chose qui pourrait faire une différence? Puis je pense que c'est ça génère une passion, ça génère toute une autre, je pense que ça génère toute une autre mentalité. Puis ce matin, j'écoutais justement, il y avait un meeting où M. Sirois, qui est le chef innovateur du Québec, disait que ce qui manquait au Québec, c'était justement cette passion pour l'innovation. Puis je pense que les projets pluridisciplinaires, c'est ça que ça fait. Ça génère de la passion. Tout à fait. En tout cas, c'était très passionnant de vous entendre discuter de Ferme d'Hiver. Donc, Marie-Josée Monpetit, ingénieure chez Ferme d'Hiver, un grand merci pour votre temps cet après-midi. On a hâte de goûter à vos fraises, certainement. Donc, merci pour la participation. Pour les participants et participantes, j'aimerais vous rappeler que vous recevrez un sondage de satisfaction par courriel à la fin de la journée. Donc, vous pourrez accéder à tout contenu enregistré une fois le sondage terminé. Et sinon, je vous invite à rester en ligne pour la thématique améliorer notre quotidien collectif. Dans quelques minutes, vous allez entendre une conférence de Jean-François Lalonde de l'Université Laval concernant un projet mariant l'architecture, la médecine et l'IA pour le bénéfice du bien-être humain. Donc, je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve un petit peu plus tard. Merci à tous et à toutes.